L'invité de Bonsoir Lyon, Nicolas Franck, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre au Vinatier, vous êtes l'auteur de Covid-19 et détresse psychologique aux éditions Odile Jacob. Je montre votre livre, il est très utile en ce moment évidemment, puisqu'on parle beaucoup de confinement encore ces derniers jours. Ce serait le 3e en France en moins d'1 an. Est-ce que nous pouvons encore le supporter, ce confinement, docteur ? Certains d'entre nous, certainement pas, on le voit déjà. Collectivement, nous le supporterons mal. En tout cas, ce qu'on peut dire, et vous avez cité ce livre, dès mars 2020, le premier confinement était déjà difficile pour la santé mentale des Français. Nous avons noté sur une grande enquête en population générale une altération du bien-être mental. Cette altération n'a pas été de s'aggraver au fil du premier confinement, puisqu'on l'a laissé ouverte de la 2e à la 8e semaine. Et nous avons récemment analysé les chiffres du 2e confinement, et nous avions encore perdu 4 points de bien-être mental, sur une échelle qui va de 0 à 70. C'est-à-dire une dégradation entre les deux. Le 2e confinement était plus dur que le premier. Et le 3e, il est certain qu'il sera encore plus dur que le 2e, parce que les épreuves s'accumulent et laissent des traces. Donc effectivement, certains d'entre nous sont dans un mal-être. Nous sommes pour beaucoup dans un léger mal-être. Certains d'entre nous sont dans un mal-être plus sévère, parce que nous ne pouvons pas nous projeter, parce que nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations habituelles. Notre nécessité d'exploration du monde n'a pas lieu, ne peut pas être satisfaite. Nous n'avons pas de contacts sociaux suffisants. Les contacts sociaux, c'est un besoin élémentaire pour l'être humain. Et l'activité physique est réduite à vraiment peu de choses, enfin, ce qui est autorisé. Et on sent vraiment, docteur, ce ras-le-bol aujourd'hui des Français. On nous dit beaucoup, on nous répète, les Français acceptent plutôt bien, ils sont résilients. Mais là, on le voit, le moral est en baisse. Aujourd'hui, vous le constatez, j'imagine, auprès de vos patients. Aujourd'hui, ça vous inquiète de voir le comportement de ces Français, de ces Lyonnais aujourd'hui? Bien sûr, tout à fait. Nos centres de consultation sont débordés. On ne peut même plus répondre au téléphone. Il y a tellement d'appels que ça sonne en permanence et que ceux qui essayent d'appeler tombent sur une ligne occupée. Donc c'est très difficile de répondre. Nous voyons des gens qui ne sont jamais venus en psychiatrie, qui n'ont jamais vu ni psychiatre ni psychologue de toute leur vie, qui sont complètement désemparés dans cette situation inédite qui se prolonge et sans piste de sortie à court terme. De nouveaux patients donc, quels sont leurs profils justement de ces nouveaux patients que vous n'aviez pas traités jusqu'ici? J'ai vu beaucoup d'étudiants à titre personnel, des jeunes qui sont volontiers expatriés, qui sont sans amis, sans connaissances particulières sur Lyon, qui viennent d'arriver, qui ont leur famille à distance, qui sont très en souffrance, et puis des gens plus mûrs ou des gens déjà suivis en psychiatrie, qui sont déstabilisés par la crise et toutes les contraintes que cela impose, parce que c'est plus difficile de les supporter quand on est déjà fragile que quand on est bien armé. Quels sont les troubles qui sont liés à ce confinement aujourd'hui? Alors il y a plusieurs stades. Première étape, c'est le mal-être. Le mal-être, c'est avoir l'impression qu'on ne peut pas se projeter, qu'on ne va pas s'en sortir, que les choses ne sont pas comme d'habitude, être un petit peu irritable, un petit peu tendu, dormir moins bien. Ce sont des manifestations spécifiques. Et puis certains entrent dans un trouble caractérisé, une dépression. Les manifestations, c'est une tristesse, l'impossibilité de surmonter tout ce qui nous paraît un obstacle tout à fait énorme, ou alors des troubles anxieux. Des gens qui ont très peur de tout ce qui les entoure. Comment on fait justement la différence quand on est à la maison, qu'on ne se sent pas bien? Comment on arrive à faire la différence entre un simple mal-être, une déprime passagère, une dépression plus grave? À quel moment on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on est capable de s'en rendre compte justement? À quel moment on doit appeler pour demander de l'aide? Ça, c'est une bonne question. On ne s'en rend toujours pas compte. On ne veut pas s'en rendre compte parce que la santé mentale est encore tabou, volontiers tabou en France. Donc à mon avis, il faut appeler pour soi ou pour autrui de l'aide, recourir de l'aide pour soi ou pour autrui, quand la personne, soi-même ou quelqu'un d'autre, ne peut plus faire face à son quotidien. Quand le fait d'échanger avec ses proches ne suffit pas à lui remonter le moral, à lui redonner une vision un petit peu plus positive. Quand on ne peut plus faire face, là on a besoin d'aide. Les proches, justement, ils ont un rôle important, j'imagine, aussi à jouer. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter, notamment pour les plus jeunes? Vous le disiez, on le sait, on en parle régulièrement en ce moment de ce mal-être profond chez les étudiants. Qu'est-ce qui peut nous alerter quand on a un proche, un parent, un jeune autour de nous qui ne va pas bien? Ce qui peut alerter, c'est effectivement qu'il ne sera pas comme d'habitude, qu'il ne sera pas très réactif, qu'il aura des propos un petit peu négatifs, éventuellement qu'il cherchera à se couper de nous, qu'il ne répondra pas au téléphone ou répondra mal au téléphone. Là, je pense qu'il faut s'inquiéter et un petit peu aller le chercher et puis explorer la situation. Et comment on peut les aider? La question qui vaut très cher en ce moment, qui peut paraître bête, mais est-ce qu'il y a des solutions pour leur venir en aide? Les solutions sont celles qu'on s'applique à nous tous, c'est-à-dire essayer de structurer son emploi du temps, essayer d'être solidaire, de ne pas rester isolé, de garder des échanges sociaux riches, de garder une activité physique, investir des loisirs ou des activités de différentes natures qui nous conviennent par rapport à la période, par rapport à ce qui est autorisé. Donc c'est plus facile de faire face à une telle épreuve collectivement, avec la solidarité, que tout seul. Donc il ne faut surtout pas rester isolé.
On parlait de l'acceptabilité d'un possible troisième confinement. On voit fleurir ces derniers jours sur les réseaux sociaux un hashtag « Je ne me reconfinerai pas ». Comment, selon vous, on peut aider, accompagner les Français aujourd'hui pour qu'ils acceptent mieux ce confinement? Est-ce que l'exécutif aussi a un rôle à jouer là-dedans? Essentiel. De toute façon, une mesure pas acceptée aboutit soit à la résignation pour une bonne partie des Français, soit à la révolte, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, évidemment, il faut impliquer les Français activement à travers des discussions au niveau local, régional, national. Il faut les associer à la mesure. Il faut qu'ils puissent se sentir acteurs de tout ça. Par exemple, qu'on leur fasse jouer un rôle, qu'on leur propose, je ne sais pas quoi, d'accompagner des proches, de faire du bénévolat. Enfin, il faut trouver quelque chose pour les associer à la mesure. Et puis, il faut aussi développer de l'éducation à la santé. Prendre en compte la santé mentale, ça veut dire donner les éléments aux gens pour prendre soin de leurs proches ou d'eux-mêmes. Justement, c'était ma question également, docteur, sur la santé mentale. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la santé mentale n'est pas un enjeu majeur pour le gouvernement dans cette crise? Elle est mentionnée, ce qui est déjà bien, c'est un progrès depuis le mois de novembre, donc je l'ai bien noté, c'est dans le discours des pouvoirs publics, de nos responsables politiques. En revanche, ce n'est pas une première priorité. La première priorité, c'est quand même de sauver la population, d'éviter de saturer les lits d'urgence. On a bien compris que c'était au troisième plan, mais ça existe maintenant, on en parle. Et je vois de plus en plus de spécialistes qui ne sont pas du domaine de la psychiatrie ou de la psychologie qui mentionnent la santé mentale. Donc ça rentre dans le discours soit des experts, soit des pouvoirs publics. La santé mentale, évidemment, au premier plan, après quasiment un an de crise. Mais il faut le rappeler aussi, le confinement n'a pas que des conséquences sur la santé mentale, ça a des conséquences sur la santé en général aujourd'hui. Ah oui, la santé physique. Regardez, premier confinement, inactivité de la plupart des Français, sommeil fractionné, alimentation fractionnée, grignotage, prise de plusieurs kilos. Inactivité physique complète, les gens se sont démusclés. Pour des personnes âgées, ça peut être volontiers très grave. Il n'est pas certain qu'elles puissent se remuscler, récupérer leur activité antérieure. Il y a des gens qui ne sont pas sortis depuis presque un an maintenant. C'est assez catastrophique quand même. Les personnes âgées sont évidemment les victimes du virus, mais aussi les victimes des mesures qu'on a prises, parce qu'elles sont enfermées chez elles dans la peur. Quel conseil, justement, on peut donner ce soir aux personnes qui nous regardent, qui ne se sentent pas très bien, qui se sentent seules à la maison, qui n'ont pas le moral? On peut leur dire quoi? D'abord, elles peuvent s'appuyer sur leurs proches, ça c'est certain. Je pense que ne pas rester isolé, s'entourer des gens qu'on aime bien, de ses amis, de sa famille, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, pour quelqu'un qui serait isolé, pour lequel ça ne suffirait pas, et qui n'aurait pas de proches à qui contacter facilement, il y a des numéros d'appel. Il y a le numéro live du Vinatier, par exemple, qui répond très régulièrement, enfin quotidiennement. Et puis après, ça peut être prendre un avis d'un psychologue ou d'un psychiatre dans les structures publiques. Se projeter, même si c'est compliqué, hein, je le sais, dans cette période, on ne sait pas quand on va sortir de cette crise. Se projeter, c'est important également de faire des projets à court, moyen ou long terme. Et complètement. Je pense qu'il faut... Bon, cette crise aura une issue. Toutes les épidémies qui ont existé depuis le début de l'humanité ont eu une issue. Donc je pense qu'il faut commencer à penser à ce qu'on fera après. Si on raisonne dans l'immédiat, dans la contrariété du possible confinement de la semaine prochaine ou de cette semaine, c'est sûr qu'on ne va pas être très heureux. Mais si on imagine qu'à la fin de l'été, à l'automne, on sera au-delà de la crise, que tout le monde sera vacciné, puis qu'on pourra vaquer de nouveau à nos occupations, peut-être qu'on tirera quelque chose de cette crise avec toute la manière dont ça nous aura fait relativiser sur notre consommation, la société de consommation, nos trajets, enfin nos excès, quoi. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce soir pour nous donner vos conseils. Je rappelle votre livre disponible également, Covid-19 et détresse psychologique aux éditions Odile Jacob. Merci, docteur, d'avoir été l'invité de Bonsoir Lyon.